La nuit où Matisse vint au monde, la province entière semblait retenir son souffle. Une pluie fine battait les volets de la demeure Blanchet, comme si le ciel lui-même voulait avertir ceux qui s'y trouvaient du drame qui allait s'y jouer. Dans la chambre d'Héloïse, l'air était épais, saturé de sueur, de peur et du parfum métallique du sang qui assombrissait les draps de lin. Héloïse, pâle comme une statue de marbre, serrait les dents pour étouffer ses cris. Sa mère, Madame Blanchet, pressait un linge froid sur son front, murmurant des prières entrecoupées de reproches qu'elle n'osait formuler pleinement. À ses côtés, la sage-femme, une femme robuste aux gestes précis, tentait de guider le travail. Mais ce n'était pas un accouchement ordinaire. Chacun le sentait sans pouvoir en nommer la raison. Depuis des mois, un malaise circulait dans la maison, une sorte de suspicion voilée autour de la grossesse d'Héloïse. Aucun fiancé, aucun prétendant officiel. Et pourtant, l'enfant arrivait. Les voisins avaient commencé à chuchoter, et les Blanchet savaient que la moindre fausse note signerait leur disgrâce. Un hurlement étouffé secoua enfin la pièce. Le bébé glissa entre les mains de la sage-femme qui le reçut avec l'habileté d'une femme ayant vu naître des dizaines d'enfants. Mais lorsqu'elle leva les yeux vers la lampe à huile, lorsqu'elle observa la peau luisante du nouveau-né, son souffle se coupa net. La peau était sombre, incontestablement sombre. Pendant une seconde, la sage-femme resta immobile, comme pétrifiée, suspendue entre la vie et le devoir. Elle savait ce que cela signifiait pour une famille blanche, respectée et influente, dans une province où la couleur était encore perçue comme une frontière infranchissable. Elle savait aussi qu'un mot mal placé pourrait lui coûter sa propre sécurité, voire sa vie. Madame Blanchet aperçut le tremblement dans les mains de la femme. « Montrez-le-moi », dit-elle d'une voix étranglée. La sage-femme s'exécuta, les lèvres serrées. À la vision de l'enfant, Madame Blanchet recula comme si elle avait été frappée. « Mon Dieu, non, non !» Héloïse, épuisée mais consciente, chercha désespérément à voir le bébé. « Donnez-le-moi, s'il vous plaît. » Mais sa mère posa brusquement une main sur son épaule. « Tu ne diras pas un mot, Héloïse. Pas un seul. » Le silence qui suivit fut d'une violence insoutenable. Seul le crépitement de la pluie osait encore briser l'air. La sage-femme tenta de parler, mais Madame Blanchet l'interrompit sèchement. « Vous n'avez rien vu, rien entendu. Cet enfant n'est pas né ici. Vous comprenez ?» Le regard de la femme oscillait entre l'enfant, qui pleurait doucement, ignorant déjà la tragédie qu'il incarnait, et les visages crispés des Blanchet. « Madame, je ne peux pas. C'est un enfant. C'est une erreur !» cracha alors Monsieur Blanchet apparu sur le seuil, le visage écarlate de honte et de rage contenue. Une erreur qui doit être corrigée. Il fit un pas vers le berceau improvisé, et la sage-femme, horrifiée, serra le bébé contre elle. « Non, vous n'avez pas le droit. » Le regard de Monsieur Blanchet devint glacial. « Vous croyez que quelqu'un croira à votre version? Une femme seule, modeste, contre une famille honnête, respectée? Réfléchissez bien avant de parler de droit. » Le silence retomba, lourd comme un tombeau. Finalement, Madame Blanchet parla d'un ton sec, calculé. « L'enfant restera ici, mais personne ne doit le voir. Il sera élevé à l'écart, et il ne portera pas notre nom. » Elle tourna la tête vers la sage-femme. « Savez-vous parler, même par accident? Je jure devant Dieu que votre famille n'en payera le prix. » La femme déglutit difficilement, puis hocha la tête. Elle déposa l'enfant dans les bras d'Héloïse, qui l'accueillit avec un sanglot brisé. « Matisse, » murmura-t-elle, caressant la joue de son fils. « Mon petit Matisse. » Mais Madame Blanchet la fit taire. « Il n'aura pas de nom, pas de place. Rien. » À cet instant précis, un craquement retentit derrière la porte entr'ouverte du couloir. Un souffle rapide, un déplacement furtif, comme si quelqu'un avait assisté en secret à la scène. Monsieur Blanchet se tourna brusquement vers l'obscurité. « Qui est là ?» Personne ne répondit. Seule la pluie dehors semblait chuchoter un avertissement. Dans les années qui suivirent cette nuit maudite, la maison Blanchet se transforma en un théâtre d'ombre où les secrets circulaient plus librement que l'air. Matisse, ainsi nommé en secret par Héloïse mais jamais publiquement reconnu, grandissait dans une aile reculée de la demeure, là où la lumière semblait toujours hésiter à entrer. On disait que les murs y étaient plus froids, que les planchers craquaient d'une manière différente.
comme s'ils portaient, eux aussi, le poids de la honte familiale. Marie-Thérèse, la domestique la plus ancienne de la maison, avait été désignée pour s'occuper de lui. Une femme solide, la peau tannée par les années de service, les mains toujours occupées à quelques tâches. Mais ses yeux, deux lacs sombres sous des paupières lourdes, avaient une douceur particulière lorsqu'elle regardait le garçon. C'était elle qui lui apprenait les mots, les gestes, les notions simples de la vie. Elle murmurait des histoires en secret, lui offrait des sourires furtifs quand personne ne regardait. Mais même elle ne pouvait effacer ce que la province murmurait déjà. L'enfant maudit, la bête née sous le toit des Blanchet, le signe d'un péché innommable. Les mots couraient d'une maison à l'autre, d'une boutique à la place du marché, repris avec une ferveur presque religieuse. Et au centre de ces rumeurs enflées se tenait l'abbé Fournier, homme de foi rigoureux, à la voix forte et à l'ambition plus forte encore. Il avait bien compris qu'un scandale pouvait devenir une arme, à condition de le manipuler avec prudence. Un matin d'hiver, alors que la brume avalait les contours du village, l'abbé s'arrêta devant la demeure Blanchet. Il observa la façade imposante, les volets clos de l'aile nord, là où vivait l'enfant, et un sourire imperceptible se dessina sur ses lèvres. « La peur, murmura-t-il, est un outil que Dieu laisse volontiers entre les mains des hommes. » Pendant ce temps, Mathis grandissait. Son monde se limitait à un jardin intérieur, quelques pièces silencieuses et les bras de Marie-Thérèse. À 5 ans, il posait des questions que personne ne voulait entendre. « Pourquoi je ne peux pas sortir ? » « Parce que dehors il fait froid, » répondait Marie-Thérèse, la voix imprégnée d'une tendresse inquiète. « Mais il fait froid pour toi aussi. Et toi, tu sors. Oui, mais moi je dois. Toi, tu dois rester ici. » Elle évitait toujours de croiser son regard à ces moments-là. Héloïse, sa mère, venait le voir en secret, au crépuscule, lorsque les autres s'enfermaient dans leur routine. Elle s'asseyait près de lui et lui touchait les cheveux doucement. Mais jamais elle ne le prenait dans ses bras en pleine lumière. Jamais elle ne prononçait son nom en présence de quelqu'un d'autre. À mesure que Mathis devenait plus conscient, les contradictions du silence l'étouffaient. Il comprenait qu'il n'était pas comme les autres enfants qu'il apercevait parfois de la fenêtre, jouant librement dans la cour du village. Il comprenait aussi que sa peau, si différente de celle des Blanchet, était une frontière invisible entre lui et le reste du monde. Un soir, alors que Marie-Thérèse le bordait, il posa la question qui lui brûlait les lèvres depuis longtemps. « Pourquoi je suis noir ?» La domestique resta pétrifiée, sa main suspendue au-dessus de la couverture. Elle avait espéré que cette question n'arriverait pas si tôt. « Parce que c'est ainsi que tu es né, mon petit. »« Mais pourquoi moi ?»« Parce que Dieu t'a voulu ainsi. » Il secoua la tête, un pli profond entre les sourcils. « Madame Blanchet dit que je suis un avertissement, une bête. Est-ce que c'est vrai ?» Marie-Thérèse sentit sa gorge se serrer. « Non, Mathis. Ne répète jamais ces mots. Tu es un enfant. Rien d'autre. Tu entends ?» Il acquiesça, mais son regard restait voilé, comme si une fissure s'ouvrait dans sa jeune conscience. Ce même soir, alors qu'elle quittait sa chambre, Marie-Thérèse croisa Héloïse dans le couloir. « Il comprend, » dit-elle simplement. « Vous ne pourrez pas lui cacher la vérité longtemps. » Héloïse détourna le regard, les doigts crispés autour de son châle. « La vérité nous détruirait tous, Marie-Thérèse. Vous le savez. » Mais la domestique ne répondit pas. Le silence parlait pour elle. Les mois passèrent, et les rumeurs redoublèrent dans la province. On disait que des troubles venus des colonies s'étendaient jusqu'aux campagnes françaises, que la couleur noire était porteuse de rébellion, de violence, de mauvais présages. Ces ragots, attisés par l'abbé Fournier, créaient un climat de suspicion généralisée. La présence d'un enfant noir dans une famille blanche devenait un symbole de désordre moral. Chacun voulait savoir. Chacun murmurait. Et Mathis, malgré son isolement, ressentait tout cela. Il entendait les pas nerveux, les conversations brusquement interrompues lorsqu'il approchait, les soupirs lourds derrière les portes. Un après-midi, alors qu'il jouait près de la fenêtre, il surprit 2 voix provenant du salon, juste en dessous, celle de Madame Blanchet et de l'abbé Fournier. « Vous m'avez caché cet enfant, » disait l'abbé d'un ton sévère. « Une créature dont la naissance remet en question votre vertu, votre place dans cette communauté. Nous gérons la situation, abbé. »« Non, madame,
Vous tentez de l'enterrer, mais les secrets ont une manière étrange de remonter à la surface. Il y eut un silence, puis la voix glacée de Madame Blanchet. Vous n'avez aucun droit de vous immiscer dans nos affaires privées. Au contraire, répondit-il doucement. J'ai tout le droit, car cet enfant attire l'attention de force que vous ne pourrez pas contenir. Mathis sentit son cœur se serrer. Les mots de l'abbé résonnaient en lui comme un jugement. Il recula doucement, mais son pied heurta un vase posé près du mur. L'objet se renversa dans un fracas brutal. Le silence qui suivit fut absolu. Puis la voix de l'abbé, plus proche, plus tranchante. « Qui est là ?» L'hiver semblait s'être installé pour demeurer, étirant ses doigts glacés jusque dans les recoins les plus secrets de la demeure Blanchet. Mathis, désormais âgé de 8 ans, avait appris à marcher sur la pointe des pieds, à se fondre dans les ombres, à devenir une présence presque imperceptible. Pourtant, malgré tous ses efforts, il ne pouvait jamais disparaître complètement. Sa peau, sa simple existence, était un rappel vivant du scandale que la famille tentait désespérément d'effacer. Après l'incident du vase, l'abbé Fournier s'était montré plus présent, plus insistant, plus menaçant. Son regard, lorsqu'il croisa celui de Mathis dans l'escalier quelques jours plus tard, portait une lueur de fascination malsaine, comme s'il observait une énigme qui lui résistait. « Tu n'es pas censé être ici », murmura-t-il avec un sourire trop calme. Mathis recula d'un pas. « Je remonte dans ma chambre. »« Oui, c'est mieux ainsi. Pour tout le monde. » Cette phrase résonna en lui avec la force d'une sentence. Le soir, alors que la maison sommeillait, Marie-Thérèse s'approcha d'Héloïse près du petit salon, une bougie tremblante entre les doigts. « L'abbé sait, » chuchota-t-elle. « Il en sait trop. Ou veut en savoir trop. » Héloïse, dont les traits s'étaient durcis au fil des années, ferma les yeux un instant. L'abbé voit le mal partout sauf en lui-même. Mais il n'a aucune preuve. Les preuves finissent toujours par se créer toutes seules quand un homme cherche à détruire, répondit Marie-Thérèse d'un ton grave. Héloïse se tourna vers la fenêtre, où la nuit pesait comme une menace. Tu ne comprends pas. Ce que j'ai fait, ce que nous avons fait, ce que mes parents ont fait. Si l'abbé découvre la vérité, ce n'est pas seulement notre réputation qui sera détruite, c'est notre liberté, peut-être même nos vies. Marie-Thérèse la fixa, la respiration soudain courte. Vous croyez qu'il dirait au village ce que vous avez caché au sujet du père de Mathis ? Héloïse se figea. Ne prononce jamais ces mots. La domestique baissa les yeux. Un jeune soldat colonial, noir, un homme que votre père a fait disparaître pour étouffer vos erreurs. Les murs de cette maison portent encore les échos de cette nuit. Vous le savez, je le sais, et je ne suis pas certaine que je sois la seule. Héloïse serra la poignée de la chaise comme si elle voulait la briser. Marie-Thérèse, si quelqu'un apprend ce qui est arrivé à Césaire, répéta doucement la domestique, comme si elle goûtait le poids oublié du prénom. Oui, le père de Mathis, celui que personne n'a jamais pleuré. Dans un coin de la pièce, invisible pour elle, Mathis retenait son souffle. Il n'aurait pas dû être là. Mais depuis quelques jours, son instinct lui disait que quelque chose d'important se cachait derrière les murs étouffants de la maison. Les mots flottèrent jusqu'à lui comme des éclats de vérité. Il n'en comprenait pas tout le sens, mais le nom, Césaire, resta gravé dans son esprit. Les semaines suivantes furent marquées par des discussions enflammées derrière des portes closes, des lettres brûlées avant d'être postées, et des visites nocturnes de l'abbé, dont la silhouette s'allongeait dans les couloirs comme une menace silencieuse. La province elle-même semblait être entrée dans une période d'agitation. Des discours xénophobes circulaient, des bagarres éclataient à la taverne, des murmures parlèrent de révolte dans les colonies et de peurs importées dans les villages français. L'enfant noir des Blanchet devint un symbole commode, une cible abstraite autour de laquelle gravitaient les tensions. Et cela, l'abbé Fournier le comprit très vite. Un après-midi, il demanda une audience privée avec M. Blanchet. La conversation, d'abord étouffée, devint progressivement plus violente. Mathis, assis à l'étage, entendait les éclats de voix monter par les interstices du parquet. « Vous jouez avec le feu » grondait M. Blanchet. « Je protège votre famille » répondit l'abbé d'un calme glaçant. « Sans mon silence, vous seriez ruiné. Vous nous faites chanter, Fournier. » « Chanterai ? Non.
Je fais ce que Dieu attend de moi. Puis un bruit sourd, comme un poing frappant une table. L'enfant doit être présenté devant moi. Jamais. Alors le village apprendra que votre vertu n'est qu'une façade. Un long silence suivit. Puis l'abbé reprit, plus bas. Je veux voir l'enfant. Je saurai en le regardant s'il porte la marque de la rébellion ou celle du péché. Ce soir-là, Héloïse monta l'escalier d'un pas tremblant. Elle entra dans la petite chambre où Matisse jouait avec un morceau de bois sculpté. Elle le contempla longuement, comme si elle voyait non pas un enfant, mais le fil ténu d'un destin qui menaçait de tous les engloutir. « Matisse, murmura-t-elle, je dois te dire quelque chose d'important. » Il leva les yeux, curieux. « Est-ce que c'est à propos de... » Césaire. Elle pâlit brutalement. « Où as-tu entendu ce nom ? » Je ne sais pas, mais je l'ai entendu. C'est un secret ? Héloïse sentit ses jambes fléchir. Elle s'assit près de lui, les mains tremblantes. Césaire était quelqu'un de précieux, quelqu'un que j'ai aimé, plus que je ne devais. Matisse ne bougea pas, suspendu au tremblement de sa voix. Il était comme moi ? Demanda-t-il doucement. Oui, répondit-elle, la gorge serrée. Il était comme toi. Elle allait poursuivre, mais un bruit retentit soudain dans le couloir, un choc sec, quelque chose tombant sur les dalles. Puis un frôlement, une présence, comme si quelqu'un avait écouté, encore une fois, derrière la porte. La rumeur d'une présence derrière la porte fit frissonner l'air comme un courant glacial. Héloïse se leva brusquement, son visage déjà marqué par la peur, et ouvrit la porte d'un geste sec. Le couloir était vide. Pourtant, un détail perturba immédiatement son regard. Un éclat de tissu sombre, coincé entre deux lattes du parquet. Elle se pencha, l'arracha délicatement, et blanchit. Ce tissu, elle le reconnaissait. Il appartenait à l'habit de l'abbé Fournier. Il était là, murmura-t-elle pour elle-même presque inaudible. Matisse, resté à l'intérieur, observait sa mère avec une inquiétude qui dépassait son âge. Il comprenait maintenant que chaque ombre dans cette maison pouvait cacher une menace, que chaque silence pouvait être un piège. Dans les jours qui suivirent, la tension devint suffocante. Monsieur Blanchet tentait de maintenir une façade de normalité, continuant à gérer les affaires familiales depuis son bureau. Mais ses colères soudaines trahissaient son angoisse. Madame Blanchet, quant à elle, multipliait les prières devant son crucifix, convaincue que la naissance de Matisse était un châtiment divin pour une faute qu'elle n'avait jamais admise. Mais les fautes, elles, avaient commencé à émerger. Chaque fois que le nom Césaire surgissait dans les conversations secrètes, la même atmosphère lourde envahissait les pièces. Matisse savait désormais que cet homme disparu, soldat colonial venu d'une terre lointaine, était lié à son sang. Mais il ignorait encore les circonstances de sa disparition, et c'est ce que la maison semblait vouloir cacher à tout prix. Un soir de pluie, Marie-Thérèse glissa silencieusement dans la chambre d'Héloïse, tenant une boîte de bois dans ses mains. Une boîte ancienne, décorée de motifs africains stylisés. Héloïse se redressa immédiatement. « Où as-tu trouvé ça ?»« Dans l'aile ouest, derrière une cloison. Comme si on avait voulu l'y enfermer à jamais. » Héloïse passa ses doigts sur le couvercle. Elle connaissait cette boîte. Elle l'avait vue autrefois entre les mains de Césaire. Ses mains tremblaient lorsqu'elle l'ouvrit. À l'intérieur, soigneusement pliée, se trouvait une lettre. Le papier jauni, l'écriture ferme reconnaissable malgré les années. Héloïse sentit son cœur s'arrêter. « Héloïse, si cette lettre t'arrive, c'est que je ne suis pas revenu. Sache que je ne t'ai jamais menti. Tu es mon étoile. Et je retourne au front avec l'espoir de revenir auprès de toi. Dis à notre enfant, si jamais il naît, qu'il n'a rien à craindre de la couleur de sa peau, qu'elle est héritage, non malédiction. Ton Césaire. » Les larmes d'Héloïse tombèrent sur l'encre séchée. Marie-Thérèse posa une main sur son épaule. « Vous voyez ? Ce n'était pas un homme de trouble, ni un danger. Il voulait revenir. Mais il n'est jamais revenu, » répliqua Héloïse d'une voix brisée. « Parce qu'on l'en a empêché. » Un silence lourd tomba entre elles. « Vous croyez que... votre père ? Je ne le crois plus. Je le sais. » Au même moment, dans l'aile nord, Matisse tentait de comprendre l'étrange agitation de la maison. Il sentait qu'un changement approchait,
comme l'odeur d'un orage avant qu'il n'éclate. Il marchait prudemment dans le couloir, lorsqu'il entendit des voix provenant du bureau de M. Blanchet. La porte était entr'ouverte. 2 silhouettes se tenaient à l'intérieur, M. Blanchet et l'abbé Fournier. La discussion était murmurée, mais l'abbé parlait suffisamment distinctement pour que certains mots parviennent à l'enfant. Le soldat n'aurait jamais dû mettre les pieds ici. Je me suis assuré qu'il ne reviendrait jamais, dit M. Blanchet d'une voix basse menaçante. Un silence. Puis l'abbé. Vous avouez donc? Je n'ai rien à avouer. Ce qui est fait est fait. Matisse sentit une nausée monter. Il comprenait très peu de choses, mais il comprenait ceci. Césaire n'était pas parti volontairement. Quelqu'un l'avait fait disparaître. L'abbé reprit d'une voix plus froide encore. Vous avez commis un acte contre Dieu. Je pourrais vous dénoncer. Et moi, répondit M. Blanchet, je pourrais dire que vous étiez complice. Ne m'obligez pas à remuer la boue où vous pataugez déjà. L'abbé ne répondit pas. Mais le silence qui suivit n'était pas un silence de résignation. C'était celui d'un homme qui prépare une riposte. Matisse recula lentement, le cœur battant. Alors c'était vrai. Il n'était pas seulement un enfant caché, il était la preuve vivante d'un crime. Le lendemain, la province vibrait d'un nouveau trouble. Une agitation étrange parcourait les rues. Des messes improvisées s'organisèrent dans les fermes, et des murmures parlaient d'un signe divin que l'abbé devait révéler bientôt. La population, déjà tendue, se tournait vers lui avec une ferveur presque fanatique. Dans la maison Blanchet, Héloïse n'avait pas dormi. Elle gardait la boîte de Césaire contre son cœur comme une relique d'amour et de vérité. Au petit matin, elle trouva Matisse assis dans l'escalier, les yeux ouverts sur quelque chose qu'elle ne lui avait encore jamais vu, de la résolution. « Maman, dit-il doucement, je veux savoir ce qui est arrivé à Césaire. » Elle resta figée, incapable de fuir cette demande. « Matisse, certaines vérités brisent tout. Alors qu'elles me brisent. Pas toi. » Cette phrase, si simple et si mature, lui coupa le souffle. Elle allait répondre quand un bruit venu de l'extérieur secoua la maison. Des pas. Beaucoup de pas. Comme une foule approchant. Héloïse se tourna vers la fenêtre. La cour était en train de se remplir, lentement, silencieusement, de villageois conduits par une silhouette noire en soutane. L'abbé Fournier venait chercher quelque chose, ou quelqu'un. Le cortège de villageois avançait avec une lenteur inquiétante, comme une marée sombre guidée par la soutane de l'abbé Fournier. Le sol humide écrasait leurs pas dans un silence presque solennel. De la fenêtre de l'escalier, Héloïse voyait les visages tendus, les regards avides, les mains serrées autour de chapelets, de crucifix, de bâtons pour les plus hostiles. Matisse observa la scène à son tour et sentit une douleur sourde lui traverser la poitrine. Il ne connaissait pas ces gens, mais il savait d'instinct qu'ils n'étaient pas venus pour lui offrir une bénédiction. « Ils viennent, pour moi ?» demanda-t-il, la voix fragile. Héloïse posa une main sur son épaule. « Ils viennent pour ce qu'ils croient que tu représentes, pas pour ce que tu es. » Marie-Thérèse surgit derrière elle, essoufflée. « Nous devons cacher l'enfant. Maintenant. » « Non, » répondit Héloïse avec une détermination nouvelle. Se cacher n'a rien empêché. Se cacher n'a fait que nourrir leur peur. Monsieur Blanchet entra à son tour, pâle, le regard perdu. Ils exigent une explication. L'abbé veut que nous leur présentions l'enfant. Matisse, rectifia Héloïse. Il a un nom, et il en aura un encore quand cette histoire sera terminée. Son mari la fixa, surpris par cette force qu'il n'avait jamais vue chez elle. Tu ne comprends pas. S'ils apprennent la vérité, ils me détruiront. Nous détruirons. La vérité nous a déjà détruits, dit-elle calmement. Maintenant, elle peut au moins libérer quelqu'un. Dans la cour, l'abbé Fournier leva la main. Les murmures cessèrent aussitôt. Habitant de la province, déclara-t-il d'une voix claire, il y a sous ce toit un enfant dont la naissance défie l'ordre voulu par Dieu. Un enfant né du péché, fruit d'une union interdite, marque d'une faute que la famille Blanchet a tenté d'étouffer. Le murmure de la foule enfla, mi-fascination, mi-horreur. Aujourd'hui, ajouta l'abbé, nous venons réclamer la vérité et la purification. Héloïse sentit une colère froide l'envahir.
Elle prit Mathis par la main. Ne lâche pas. Quoi qu'il arrive. Ils descendirent les escaliers, suivis à distance par Marie-Thérèse et M. Blanchet, dont le visage s'effondrait peu à peu sous le poids de ses propres actes. Lorsqu'Héloïse franchit la porte de la maison, tenant Mathis à ses côtés, un souffle choqué parcourut la foule. Les regards se fixèrent sur l'enfant noir, si petit, si fragile, si humain, si loin du monstre que l'imaginaire collectif avait fabriqué. L'abbé s'avança, un sourire triomphant aux lèvres. « Voici l'enfant que vous cachez depuis 8 ans. Dites-nous, Madame Blanchet, de qui est-il né? Qui est son père ?» Héloïse inspira profondément. « Il s'appelait Césaire, dit-elle d'une voix ferme. Et il n'était ni un péché, ni une menace. C'était un homme bon, un soldat, mon amour. » La foule éclata en exclamations outrées. L'abbé leva la main pour rétablir le silence, mais Héloïse continua. Et il n'est pas parti à la guerre comme on l'a prétendu. Il a disparu. Parce que quelqu'un a décidé que sa couleur le rendait indigne de vivre. Elle se tourna alors vers son père. Monsieur Blanchet resta immobile, comme frappé par la foudre. Les regards se posèrent sur lui, lentement, comme des couteaux s'enfonçant dans sa peau. « C'est vous, n'est-ce pas ?» demanda Héloïse d'une voix presque douce, presque brisée. « C'est vous qui l'avez empêché de revenir. » Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. C'est alors que Marie-Thérèse fit un pas en avant, tenant dans ses mains la boîte en bois de Césaire. Voici la preuve de son existence, de son amour. Et voici la preuve de votre mensonge. Elle tendit la lettre à la foule, et un homme la lut à haute voix. Le silence qui suivit fut lourd mais différent. Un silence de conscience, de malaise, de fissures qui commencent à se former. L'abbé, voyant son pouvoir vaciller, tenta une dernière manœuvre. Ce n'est pas une question d'amour ou de guerre. Cet enfant n'a pas sa place ici. Dieu ne l'a pas voulu. Mathis fit alors un pas en avant. Sa voix n'était qu'un souffle, mais elle résonna dans la cour comme un glas. Si Dieu ne m'a pas voulu, alors pourquoi je suis là? Un frisson parcourut la foule. Héloïse, submergée de larmes, se pencha vers lui. Tu es là parce que tu as été aimé. C'est tout ce qui compte. Elle se tourna alors vers l'abbé. Et vous, abbé Fournier, combien de vies avez-vous détruites au nom de Dieu? Le visage du religieux se figea. Certaines têtes, dans la foule, se baissèrent. La honte commençait à remplacer la peur. C'est alors qu'une voix s'éleva au fond de la cour. Une voix fatiguée, cassée par les années. Laissez cet enfant. Il n'a jamais rien fait à personne. Puis une autre. Il n'est coupable de rien. C'est un enfant, bon sang. Les murmures changèrent de direction. Les regards qui avançaient comme des lames se transformèrent en regards hésitants, puis en regards humains. L'abbé comprit qu'il avait perdu. Il recula d'un pas, puis d'un autre, jusqu'à disparaître derrière la foule qui peu à peu se dissolvait. Certains restaient hostiles, d'autres honteux, mais la tension se brisait, comme un orage après une longue nuit. Lorsque la cour fut presque vide, Mathis leva les yeux vers sa mère. « Est-ce que tout est fini ?» Héloïse caressa sa joue avec une tendresse infinie. « Non, mon amour, rien n'est jamais vraiment fini. » Elle sourit doucement. « Mais aujourd'hui, tu es enfin libre d'exister. » Et derrière eux, dans l'ombre du vieux mur de pierre, un souffle de vent fit claquer une porte, comme si la maison elle-même laissait échapper le secret qu'elle avait gardé pendant trop longtemps. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si cette tragédie vous a touché, n'oubliez pas de laisser un commentaire, de vous abonner à la chaîne, de aimer la vidéo et de la partager pour soutenir notre travail et découvrir d'autres récits oubliés de l'histoire.